Alors, une lettre ouverte vous a été adressée récemment là, dans la foulée de la pandémie de COVID-19 par plusieurs citoyens de la région, dont des membres du comité de vigilance hydrocarbures de la MRC de Masquinongé, ainsi que des membres de comités de vigilance hydrocarbures de la MRC d'Autrey, notamment de Lanoraie, Lavaltrie, Berthierville, Saint-Norbert. Et dans cette lettre, vous étiez interpellé à titre de membre du Parlement canadien pour que la relance de l'économie dans la période de déconfinement progressif se fasse en tenant compte de la crise climatique et en faisant plus de place à l'agriculture de proximité. Alors, les auteurs de cette lettre ne sont pas les seuls à plaider en ce sens dans les derniers jours. Comment pensez-vous pouvoir jouer un rôle pour que leur voix soit prise en compte dans les décisions entourant la relance à Ottawa? Bien, en fait, premièrement, de leur répondre, c'est de la simple politesse. Là. Quand il y a des citoyens qui nous interpellent, on doit leur répondre. Évidemment, oui, ce ne sont pas les seuls à soulever l'enjeu. Moi-même, j'avais fait aussi, si vous vous souvenez bien, une lettre ouverte appelant les gens à faire de l'achat local en relevant un défi là, de la Fédération de la relève agricole, entre autres, est posé avec un produit local. Mais au-delà de ça, expliquer toute la logique que des fois, ben, peut-être pour un 10$ ou des fois même le même prix ou parfois moins cher, les gens seraient surpris. On peut avoir des marchandises proches. Et ça, bien évidemment, ça se trouve à stimuler ce qu'on appelle les circuits courts. Donc, un produit qui est produit, ouais, c'est un produit qui est produit, ça fait répétitif un peu, mais à proximité. Donc, qui a fait moins de transport. Il n'y a pas de logique dans le sens où pensez, par exemple, un animal pour un abattage qui va faire 800 km pour aller à l'abattoir, puis qui va revenir en petit paquet congelé. Ça fait 1600 km. Ça n'a pas de sens quand on pense protection de l'environnement. Puis ça a peu de sens aussi quand on pense à souveraineté alimentaire, indépendance, autosuffisance alimentaire, autonomie, utilisez le mot que vous voulez, mais je pense que la crise actuelle nous fait réaliser l'importance, entre autres, de notre secteur agricole. Pas seulement lui, mais on l'a vu aussi au niveau des fournitures médicales. Donc, comment je pense que je peux aider? Bien, c'est sûr qu'en étant élu, hein, on porte la voix à la Chambre des communes. Et clairement, nous, dans notre plateforme électorale, nos positions sont très pro-environnementales. Notre plateforme, on propose de revoir toute la péréquation au Canada, de faire une péréquation verte. Évidemment, on pense qu'un Québec indépendant serait beaucoup plus à l'aise pour relever le défi du 21e siècle, mais on est présent au Parlement fédéral pour collaborer avec les autres partis pour améliorer la situation sur l'ensemble du territoire canadien aussi. Et ça fait partie, ça implique aussi là, de ne pas investir massivement dans les énergies pétrolières à l'heure où on se parle. Là. On ne voulait pas que ça se fasse, on voulait y mettre fin aux subventions de l'industrie pétrolière avant la crise. Alors imaginez maintenant. C'est clair, si je parle trop longtemps, vous me le direz, mais c'est clair que la crise est très négative sur plusieurs aspects. Mais quand on traverse des difficultés dans la vie, il faut savoir faire du judo avec ça. Prendre l'énergie négative et la tourner en positif. C'est une façon, c'est une occasion en or de faire une remise en question collective sur comment on consomme, comment on produit, comment le monde de libre-échange est en train de devenir un peu excessif. Je ne dis pas que demain matin, on va fermer les frontières, loin de là. De toute façon, avec notre population de 8,5 millions d'habitants, le Québec bénéficie du libre-échange. Mais il y a des limites. Je pense qu'on ne se fixe pas assez souvent et qu'on doit se mettre. Puis il y a des balises de base, entre autres, de s'assurer une agriculture locale de qualité qui est soutenue. Je parlais de l'abattage tantôt. Quand il y a des fermetures parce qu'un autre abattoir plus loin donne plus cher, peut-être que c'est parce qu'il faudrait qu'on soutienne à long terme cette industrie-là. C'est des questions qu'il va falloir qu'on se pose parce qu'il y a une logique là-dedans. Donc, c'est une façon c'est ça. Il faut saisir l'occasion de la crise pour se remettre en question. Puis regarder vers l'avenir, puis essayer de voir, OK, maintenant, à la relance, on va faire quoi? Moi, j'ai commencé à y réfléchir. Je ne suis pas le seul. Puis je vous dis que toute l'équipe, on y pense. Puis on veut que ce soit positif là, à long terme. Vous avez évoqué de ne plus investir de l'argent public dans le secteur des énergies fossiles. Ouais. Dans la les auteurs là, plaident pour laisser derrière des projets comme GNL Québec et la construction d'un troisième lien à Québec. Vous n'avez pas répondu directement à cette interpellation. Ouais. Là, En fait, ma réponse, c'est dans le bout où je parle que chaque dossier, chaque cas doit être évalué dans sa globalité.
Je pense entre autres au projet GNL Québec. Il y a des pour, il y a des contre, puis je ne suis pas en train de vous dire que je suis pour, loin de là. Mais il y a aussi l'enjeu des compétences du Québec. C'est des projets sur le territoire du Québec. Notre ligne au Bloc québécois qu'on défend beaucoup dans le Parlement, l'autre bord de la rivière, c'est que les lois du Québec doivent être respectées et c'est le choix des Québécois. C'est tout le débat qu'on a fait, entre autres, sur le pipeline Énergie-Est pour qui on avait mené une lutte quand même assez importante, là, et que d'ailleurs, certains signataires de la lettre peuvent en prendre plus de mérite que d'autres. Là. Il y a beaucoup de gens là-dedans qui avaient lutté contre ce projet-là. Donc, moi, ce que je dis, c'est que chaque projet doit être analysé en profondeur et les impacts globaux, de façon globale. Alors, pas prendre un projet de façon séparée, mais bien de tout l'impact global. Et si on fait ça comme du monde, ben moi, je pense qu'on va s'entendre au bout de la ligne. Voilà. Et je ne peux pas juger d'un projet qui n'a pas été analysé, je pense, au troisième ligne, par exemple. Si on fait du transport collectif avec, je ne sais pas comment ils vont le tourner. Puis, ce n'est pas à moi de venir dire à Québec quoi faire avec ça. Mais ce qui est important, c'est que l'analyse environnementale soit faite de façon rigoureuse. On a une institution qui est là pour ça, qui s'appelle le BAP. Mis à part certains automobilistes de la région de Québec et certains membres de la Chambre de commerce du Saguenay, il y a fort à parier qu'il est très loin de la coupe aux lèvres entre ces deux projets et une acceptabilité sociale digne de ce nom là, pour les deux projets. Là. Ce ne sont pas des projets dont le sort dépend juste des gens vivant très près. C'est des projets qui peuvent avoir des impacts pour tous les citoyens québécois. S'il y avait un référendum pan-québécois sur ces deux projets, c'est loin d'être sûr qu'ils obtiendraient 50 pour le sein d'appui. Là. Ah, je suis d'accord avec vous, absolument. Mais la clé, la base, c'est l'évaluation environnementale rigoureuse. Vous savez, il y a eu plusieurs projets dans l'histoire qui n'ont pas été réalisés parce que l'évaluation environnementale ne passait pas la route. Je me souviens, moi, au début des années 2000, là, la voie de contournement, il y avait un projet de voie de contournement à Saint-Félix-de-Valois. Ils passaient ça par-dessus la source d'eau potable de la ville. Ben, les citoyens se sont mobilisés, sont allés au bureau d'audience publique, m'ont dit que ça n'avait pas de bon sens, puis ça n'a pas été fait. C'est un exemple concret, mais pour vous dire que c'est comme ça qu'il faut procéder. Je crois aussi que le message, surtout des auteurs de lettres, c'est beaucoup que c'est des solutions d'hier, de développement des énergies fossiles, de développement des réseaux favorisant l'auto-solo dans les grosses agglomérations, plutôt que le transport en commun. Alors, je crois que c'est surtout ça qu'ils voulaient sensibiliser les élus. Absolument. Puis il faut la commencer maintenant, la transition. Je le sais pour côtoyer des députés de l'Ouest à la Chambre des communes, là, qui sont très pro-pétrole, puis ainsi de suite. On est tous, ils me disent tout le temps, oui, mais t'es venu comment au Parlement? On est d'accord, là, on utilise du pétrole encore. La question, c'est pas ça. C'est qu'il faut la commencer, la transition, pour qu'elle se passe à un moment donné. Puis de mettre des fonds publics dans l'énergie pétrolière, c'est un non-sens total. Parce que les coûts de pollution sont exponentiellement beaucoup plus élevés que la rentabilité de ça. Puis la rentabilité, il n'y en aurait pas s'il n'y avait pas de subvention. On commence au moins par avoir des projets qui sont rentables. C'est un non-sens. Dépêchons-nous de développer autre chose. Et regardons, il y a d'autres choses qui peuvent se passer là, en Alberta, dans